Et si la volatilité a fortement remonté sur les marchés actions, on le sait depuis quelques mois, les rendements obligataires sont eux de retour depuis maintenant quasiment 2 ans. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Est-ce que tout ça peut continuer? Là on parle évidemment des placements obligataires. Oui, alors David, c'est vrai que en fait, avec la hausse des taux d'intérêt qu'on a vu du milieu de l'année 2022 au milieu de l'année 2024, tous les portefeuilles des fonds en euros, des assureurs vie et des gérants de fonds obligataires ont connu une vraie embellie. Et ces supports, ils ont du coup suscité un fort engouement auprès des épargnants. Alors, on l'a vu en fait avec les volumes de souscription des fonds en euros de l'assurance vie d'abord, et aussi, par exemple, avec ceux des fonds obligataires à échéance. Ces différents supports, en fait, devraient encore avoir du potentiel. Pourquoi ces placements obligataires, ces fonds à échéance, pourquoi ils suscitent autant l'adhésion, l'engouement? Pourquoi ça plaît autant en particulier aux épargnants? Alors, en 2023 et 2024, les épargnants ont, c'est vrai, été séduits par les fonds à échéance, ou ce qu'on appelle aussi les fonds datés, qui sont éligibles pour la plupart à l'assurance vie multi-support. En fait, surtout pour la visibilité qu'ils apportent, parce qu'en fait, ils se présentent avec un objectif de performance à un horizon fixé. Alors après, vous avez aussi, bien sûr, la performance. Quand on regarde notamment les fonds obligataires à haut rendement, ce qu'on appelle le high yield, et là, on voit, et les épargnants ont pu le voir en cours de route, qu'ils ont en fait délivré des performances cumulées de très bonne tenue, du plus 15% en 2 ans, donc sur 2023 et 2024. Et ça, c'était porté par la bonne santé financière des entreprises. Et en fait, c'est vrai que ce différentiel de gains, en fait, peut donner envie de franchir le pas par rapport à des fonds, par exemple en euros, qui sont moins risqués, plus sûrs, mais qui ont des promesses de rendement moins flatteuses. Alors attention, bien sûr, David, on parle pas en fait des mêmes volumes, des mêmes d'un côté, enfin tout ce qui est les volumes d'épargne investis dans les fonds en euros, bien sûr, ça reste considérable. Là, on parle d'un univers d'environ 1600 milliards d'euros sur les 2000 milliards d'euros d'encours totaux de l'assurance vie en France. Et puis, malgré tout, sur cette partie-là, il y a eu aussi une petite remontée des rendements offerts en 2024, autour de 2,5% net de frais de gestion, et puis davantage pour les meilleurs contrats. Ça a pu freiner éventuellement certains arbitrages, de nouveaux arbitrages vers des produits un peu plus risqués. Mais je vous dirais aussi que la hausse récente des rendements à 10 ans, à la fois du Bund allemand et de l'OAT française, fait aussi les affaires des assureurs, parce que bien sûr, ça les encourage à aller faire leurs emplettes sur les marchés, et donc à regarnir un petit peu leur portefeuille, et ça devrait leur permettre d'ailleurs aussi d'améliorer leur rendement sur l'année 2025. Donc ce qui plaît dans les fonds en euros, c'est le capital garanti, ce sont ces rendements, 2,5% l'an dernier en moyenne, possiblement plus, autour de 3%. Mais si on a envie de faire mieux, est-ce que, et prendre un peu plus de risques, on reste dans l'univers des obligations, encore une fois des coupons, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, si on renonce, David, à la garantie sur le capital investi, on peut obtenir plus en se donnant un horizon des 4 à 5 ans à venir. Ce serait plutôt autour de 5% l'an, avant frais et taxation. Et là, on va aller plutôt sur des fonds d'obligations, donc au rendement, high yield. Alors là, effectivement, ça veut dire qu'il faut accepter l'absence de garantie sur le capital, on l'a dit, mais aussi donc une possible performance négative qui peut avoir lieu statistiquement tous les 3 ou 4 ans. On voit des accidents de marché ou des moments difficiles pour le marché, de la volatilité. Donc il faut accepter ce risque-là. Donc le momentum n'est peut-être pas le bon. Et quels sont d'ailleurs, si on réfléchit un petit peu, les facteurs qui pourraient provisoirement pénaliser les performances financières des fonds et des obligations dites à haut rendement en Europe? Oui, alors il y a bien sûr la détérioration de la conjoncture économique. Il y a bien évidemment toute la hausse des droits de douane aux États-Unis, tout ce qui affaiblit le commerce international, les nouvelles tensions géopolitiques. Il pourrait y avoir aussi l'augmentation des émissions de dette souveraine, parce que ça pousserait les taux d'intérêt à la hausse, et donc ça ferait aussi que les valorisations seraient peut-être un peu élevées. Alors malgré tout, il faut dire que le risque du high yield, il est quand même inférieur, très inférieur à celui des actions. Et pour mémoire, on sait on a en fait des grilles de notation. Toutes les grandes agences fournissent des grilles assez précises qui permettent de situer donc ce haut rendement
pour la dette des entreprises. Alors chez Standard & Poor's ou Fitch Ratings, c'est on va ce qu'on appelle le double B, le spéculatif, le très spéculatif, le B, le triple C, c'est le risque de défaut. Chez Moody's, la troisième agence, elle a sa propre nomenclature. Ben là, on va du triple A pour le meilleur jusqu'au triple B- pour les sociétés d'entreprise. Bon, pour être sûr que j'ai bien compris les ordres de grandeur en matière de rendement moyen sur ces obligations à haut rendement. Ben, ça reste finalement quand même assez élevé. Hein. On est à près de 6%. Hein. On est proche de la moyenne historique. Par an. Et puis bon, c'est très très supérieur à l'inflation. Alors, encore une fois, ça peut beaucoup varier. Hein. Pour mémoire, par exemple, le rendement, il était remonté à plus de 8% en 2020, ou même en 2022, à des moments de forte tension. Et il avait chuté, en fait, à moins de 3% en 2017 et en 2020. Voilà. Mais 6% en moyenne, c'est plutôt proche de la moyenne historique. Ouais, sachant que quelles sont les sociétés, quels sont les profils de sociétés? Souvent, ce sont des boîtes qu'on connaît. Hein. C'est pas des... Oui, absolument. On a parfois des surprises parce que dans ce compartiment donc plus risqué du haut rendement, en réalité, actuellement, en Europe, par exemple, vous trouvez des signatures comme Air France KLM, Telsat, Fnac Darty, Renault, Rexel, SPI, Valeo, Forvia, qui est le nouveau nom issu du rapprochement entre Forestia et Hella, ou encore des sociétés comme Iliad, Picard, Kiloutou, Loxam. Vous voyez, donc là, on a des coupons qui vont de 5% à pas loin de 10% pour des échéances qui sont par an. On parle de 10% par an. Oui, par an, oui, tout à fait. Donc, bon, alors pour donner après, il faut évidemment redonner les ordres de grandeur. Encore une fois, on est plus sur un marché, pas un marché niche, mais un marché plus petit en volume. Hein. Quand on parle là ensemble du haut rendement, ce high yield en Europe, c'est environ 375 milliards d'euros pour 675 obligations émises par environ 330 entreprises, hein, des entreprises qui ont le chiffre d'affaires moyen est proche de 5 milliards. Et quand vous passez au marché de la dette des entreprises de meilleure qualité, celles que sont donc notées investment grade, là on est à plus de 3 000 milliards d'euros hein, en volume. Et alors quand vous passez ensuite à celui de tous les emprunts d'État européens, on est au-delà de 8 000 milliards. Donc il est clair qu'on n'est pas sur les mêmes volumes de marché. Néanmoins, ce qu'on appelle l'écart de rendement, hein, le fameux spread entre cette dette au high yield et puis la dette d'État, la dette publique, ces écarts en fait sont tombés à un faible niveau historique. On est actuellement à 330 points de base sur le haut rendement européen, on est à 350 points de base sur le haut rendement américain, alors qu'on dépassait 500 points de base courant 2022. 500 points de base, c'est-à-dire 0,5 points de pourcentage. Alors, les primes de risque, donc, elles ont récemment touché des plus bas depuis 2007. Et elles n'ont pas retrouvé leur point bas qui avait été atteint d'ailleurs cette année-là, en 2007. Donc ce recul des écarts de rendement, hein, donc des spreads, ça génère des plus-values potentielles, c'est-à-dire qu'en gros le cours des obligations progresse, alors que quand les spreads augmentent, ça engendre des risques de moins-value, hein, puisque le cours des obligations baisse. Donc en résumé, donc plus les spreads sont élevés, plus le potentiel de plus-value est important à long terme. Et en fait, souvent, les spreads remontent quand les investisseurs anticipent une récession. Bon, voilà. Est-ce que l'épargnant a toute sa place sur ce marché des obligations à haut rendement? Comment est-ce qu'on fait si on a envie d'investir? Parce que des coupons entre 5 et 10% par an, qui peut refuser? Oui, alors... Avec les risques associés, bien sûr. Avec les risques associés, bien sûr. Mais en direct, effectivement, ça va être difficile sur des lignes individuelles d'obligations parce que c'est difficile d'accès, c'est pas ou peu offert par les grands réseaux bancaires ou d'épargne actuellement. Ça reste coûteux en frais, puis c'est difficile à échanger, hein, parce que l'obligataire, David, c'est un marché de gros, hein, et puis c'est un marché de gré à gré entre des professionnels spécialisés. Alors, nous, on voit plutôt deux autres solutions, donc qu'on a citées ensemble. D'abord, donc la première avec ces fonds dits datés, les fonds à échéance, hein, qui s'engagent à rembourser l'épargnant à une date donnée en sélectionnant des obligations dont la durée de vie correspond à peu près à celle du fonds. Voilà, puis les gestionnaires s'engagent sur un objectif de performance. Alors attention, ça n'est qu'un objectif, hein, mais ils vont essayer de le respecter, qui correspond à peu près en fait au coupon versé par les titres en portefeuille si on les gardait sans rien faire et avec une éventuelle prime de remboursement. Puis l'autre approche qu'on a évoquée ensemble aussi, David, c'est ces fonds high yield, ces fonds à haut rendement, dont l'objectif est de faire mieux qu'un indice obligataire donné. Et là, il va y avoir de la gestion active parce que la performance va dépendre de la sensibilité du portefeuille à l'évolution des taux d'intérêt, puis il va dépendre du rendement moyen, c'est-à-dire tous les coupons perçus de ces emprunts, de ces obligations des sociétés qui sont en portefeuille. Alors,
Entre les deux, on va dire, c'est vrai que les fonds à échéance seront peut-être par nature moins volatiles que les autres, parce qu'ils ont une duration souvent plus courte, puis le portefeuille est on va dire, réputé plus stable, parce qu'en fait, une bonne partie du portefeuille va être gardée, portée jusqu'au remboursement. Bon, dans tous les cas de figure, je trouve ça plus rassurant, honnêtement, non? Oui, ça donne en tout cas un objectif, peut-être un peu plus de visibilité. Dans tous les cas, voilà, et puis on sera averti par le gestionnaire s'il se passe quelque chose. Bon, dans tous les cas, la performance finale va dépendre bien sûr de la capacité de l'équipe de gestion à éviter bien sûr les défauts d'entreprise, et puis à dégager de la plus-value sur les dossiers de crédit qui, eux, vont être en amélioration sur la période. Qu'est-ce qu'on lit sinon dans le Revenu Hebdo cette semaine? Eh bien, écoutez, pour ce week-end, on fait un grand focus sur notre champion hôtelier français et international, Accor. Donc, voilà, une belle valeur qui est un prix d'achat, on va dire, intéressant. Et puis, on revient aussi, bien sûr, sur notre contexte général, toujours très volatile sur les marchés financiers et notamment, alors on rappelle par exemple dans le cas de Meta Platform que en fait la valeur a fait plus 22% depuis notre dernier conseil d'achat qui était en fait au début de l'année 2024. Allez, malgré un cours assez heurté et volatile. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent. Merci David.